12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Quand on analyse le parcours de notre invité, on est frappé par sa capacité à être opportuniste, mais au contraire de beaucoup, lui ne retourne pas sa veste et croit depuis qu'il est parti de rien aux vraies relations. D'après lui, le plus difficile, ça n'est pas de développer son carnet d'adresses, mais de l'entretenir. Et franchement, quand on regarde la liste des invités qui fréquentent les événements networking qu'il organise, on se dit que le conseil à retenir, c'est le bon quand on fait du business. Recevoir une invitation de sa part quand on est entrepreneur, c'est un peu comme recevoir un Oscar quand on est acteur. Du coup, on est vraiment super heureux qu'il ait été un des premiers à nous dire oui pour venir dans le 12-12. Et surtout, on est impatient qu'il réponde à la question que tout le monde se pose. Pourquoi les déjeuners d'affaires, c'est encore aussi important dans un monde digital ? Harold Parizeau, bonjour. Bonjour François, bonjour Amel. Bonjour François, oui alors... Non, bonjour Harold. Ouais, Moi c'est Harold. Ça commence bien. Elle est foutue. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener une autre Amel, s'il vous plaît ? Parce qu'on l'a perdu. On l'a perdu. Il n'y a que lui qui tiendra jusqu'à minuit. Pardon Harold. Bon, Amel, alors. Hop, on a tout oublié. Bonjour Harold. Bonjour Amel. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que ce monde est complètement digitalisé, qu'on a passé la période Covid où on était tous enfermés, tous devant nos ordinateurs, les repas d'affaires sont encore aujourd'hui ultra prisés? Alors, moi, je suis un peu old school, hein. Enfin, je dis ça en rigolant, mais je pense que le réseau pour faire des affaires, c'est incontournable. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Or, plus on a de contacts, plus on fait de business, et donc c'est un vrai intérêt. Pour répondre à ta question, Amel, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une rencontre physique. C'est à force de se voir et de se revoir au club que les membres font du business. Plus ils se voient, plus ils font de business. Donc tant mieux. Après, si tu veux, les réseaux sociaux, c'est bien, mais pour moi, c'est complémentaire de la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, on se rencontre au Chinese Business Club, puis on s'ajoute par exemple sur LinkedIn, ou inversement, on se connecte sur LinkedIn et après on se rencontre en vrai au Chinese Business Club. Mais c'est pas l'un ou l'autre, les deux sont complémentaires, mon capitaine. Bien sûr. Et justement, qu'est-ce que tu peux conseiller en fait aux jeunes entrepreneurs qui sont en train de se créer leur réseau, ou même aux entrepreneurs déjà installés mais qui ont besoin de renouveler leur réseau pour pouvoir entretenir ce réseau, parce que beaucoup de monde va réseauter, et puis finalement il n'y a rien de concret qui en sort. Alors, comme disait François dans sa présentation, et je le remercie, développer son carnet d'adresse, objectivement, c'est pas très compliqué. Récupérer les cartes de visite à droite, à gauche, etc., pas très difficile. Tu vas à Vivatech, tu vas à plein d'endroits. C'est pas les salons, les forums et les conférences qui manquent. Donc, récupérer des contacts, pas très compliqué. Par contre, entretenir son carnet d'adresse, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le nerf de la guerre, c'est non pas de le développer, mais de l'entretenir sur la durée. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Donc, moi, les conseils que je donne à des jeunes entrepreneurs ou start-up ou TPE, parce que j'en ai de plus en plus au club, c'est évidemment de se rendre sur un maximum d'événements et de rassemblements, de ne pas hésiter à aller voir les gens, à se présenter, à présenter ce qu'ils font, etc. J'ai tendance à dire en rigolant, par exemple, quand tu es invité à 2 soirées, surtout, va pas à la soirée où tu connais tout le monde, sinon en termes de réseau et de networking, ça ne servira à rien du tout. Au contraire, si tu vas à la soirée où tu connais personne, les 3 premières ou les 5 premières minutes, vont te paraître très très longues parce que tu vas te dire je connais personne, qu'est-ce que je fous là, en gros. Et puis, tu vas rencontrer des gens. Et puis, on apprend à se connaître, à se découvrir. Et puis, il y a des synergies. Et puis, il y a des points communs. Et puis, on connaît un tel en commun. Et puis, etc. Donc, voilà. Après, il faut aimer rencontrer les gens et il faut s'intéresser un minimum aux autres. C'est le nerf de la guerre, évidemment. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de faire un métier où j'ai pas l'impression de travailler. Bon, en toute franchise, je travaille beaucoup. Après, il n'y a pas de secret. Curieusement, dans la vie, c'est ce que je dis sur les podcasts, plus on travaille, plus on a de chance. C'est curieux quand même, comme quoi la chance, elle se provoque un peu. Mais voilà, donc le conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est vraiment de multiplier les contacts et les rencontres sur les événements, les rassemblements, les conférences, les salons, etc. Il n'y a pas de secret. Après, avec le temps, on monte
en gamme en termes d'interlocuteurs. Et le but, c'est d'atteindre le Chain Business Club où il n'y a que des décideurs. Donc après, non mais c'est vrai, n'empêche après... Quel vendeur, il est incroyable. Non, mais François, objectivement, rencontrer que des décideurs, ça vaut de l'or. Bien sûr. C'est un gain de temps énorme. C'est oui ou c'est non, mais au moins on ne perd pas de temps. Alors, le Chinese Business Club, donc, alors j'ai lu ça, a été élu meilleur réseau d'affaires en France. C'est pas moi qui l'ai élu, c'est les membres. J'ai compris. On part de quoi ? Ah bah de rien. Pour faire ça. Non mais c'est ça qui me fascine, c'est comment on part de rien pour arriver à ça, qui est quand même un truc où tout le monde veut aller. On fait quoi ? On appelle une personne, on lui dit tiens, je vais monter un réseau, tu veux pas être la première personne de ce réseau ? Je vais te dire très sincèrement, on va revenir un tout petit peu en arrière, mais moi avant j'étais salarié. Alors quand tu es salarié, c'est sympa, tu as ton chèque qui tombe à la fin de chaque mois. Le vendredi soir, tu es en mini-vacances jusqu'au lundi matin. Et puis un jour, on devient entrepreneur. On a le déclic, on a l'envie de se mettre à son compte, etc. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis mis à mon compte un peu avant 2012. Et puis, je rencontrais souvent des Chinois, des investisseurs chinois. À chaque fois, ils veulent rencontrer des patrons français, des politiques français, des marques françaises à vendre. Et puis, au bout de la 10e demande, je me suis dit, il y a vraiment une opportunité à saisir. Et donc, je me suis dit que j'allais créer un petit club, un petit réseau d'affaires, business, France-Chine. J'ai vraiment démarré de zéro. Quand j'ai parlé de mon projet autour de moi, que ce soit des amis ou la famille, ils me disaient « Mais Harold, tu rêves, tu n'as aucune chance. Tu ne connais pas un Chinois, tu ne parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine, etc. » Moi, j'y croyais. Ils sont quand même 1,4 milliard. Ils ont faim, ils ont envie de bosser, ils ont envie de gagner de l'argent. Je me suis dit, il y a quand même un truc à faire. J'ai lancé mon truc. J'ai galéré pendant 3 ans. En 2015, j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, donc j'ai appelé le standard. Alors ça, ça c'est une histoire incroyable. Il faut que tu la racontes parce que je la raconte. Je pense que c'est un exemple pour tous les entrepreneurs du monde. Oui, mais après il faut tenter sa chance. Je me suis dit, je vais appeler le standard de Bercy. Je suis tombé sur une dame charmante qui me dit, vous savez, c'est pas en appelant le standard que vous aurez le ministre de l'économie. Je dis, ça je vous crois, mais il faut faire quoi ? Elle me dit, il faut envoyer un mail. Je dis, très bien, mais j'envoie à qui le mail ? Elle me dit, vous n'avez pas de contact à Bercy ? Je dis, non, j'ai pas de contact, excusez-moi. Et donc, elle m'a passé quelqu'un au cabinet du ministre qui m'a dit la même chose, envoyez-nous un mail. J'ai dit, ok, très bien, j'envoie à qui ? Elle m'a dit, si vous connaissez en personne, envoyez-le moi à moi. C'est cette dame qui me sort. Bon, donc je lui envoie, je me dis, franchement, il y a de fortes chances qu'il ne se passe pas grand-chose. Et effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose pendant... je sais pas, je dirais 5-6 semaines. Et au bout de 5-6 semaines, je reçois un appel masqué disant « Monsieur Parisot, je vous appelle de la part du ministre, qui accepte votre invitation pour venir dans votre club le 15 juin 2015 ». Appel masqué, Je me suis dit, quel est le con qui... Allô, Canteloup quand tout n'est pas, mais je me suis dit, quel est le crétin qui me fait une blague pas drôle, quoi. Et je dis, génial, merci beaucoup, mais pourriez m'envoyer un petit mail de confirmation, etc. Monsieur Parisot, dès qu'on raccroche, je vous envoie le mail de confirmation. Il a mis 2 jours, je crois, à m'envoyer le mail. Donc pendant 2 jours, je me suis dit, allez, c'est mort, c'est connerie. Etc. Non, au final, il a fini par venir, et clairement, ça a été un avant-après pour le club. Après, on aime ou on n'aime pas Macron, le sujet n'est pas là. C'est que pour mon club, en tout cas, ça a été un gros coup de pub. Parce que j'ai plein de journalistes qui sont venus, et de télé, et de JT, qui sont venus en disant « Mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon ?» On était en 2015. C'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient, prend la parole et tout. Parce que lui, pour le coup, il était sous les feux des projecteurs. Voilà. Après, donc depuis 2015, le club marche très bien. Le club était franco-chinois jusqu'au Covid. Depuis le Covid, il n'y a plus de Chinois, ou quasiment plus. Et ils mettent beaucoup de temps à revenir. Donc désormais, depuis 3 ans, donc depuis 2020 maintenant, mon club est franco-français à 90%. Voilà. Donc je ne change pas la marque parce que c'est une marque sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et puis ils finiront par revenir. Mais ils reviendront dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, peu importe. Mais les Chinois reviendront. Ils sont les bienvenus, évidemment. Ils sont très nombreux. Ils ont un fort pouvoir d'achat. Ils sont amoureux de la France. Franchement, welcome, quoi. Donc, en attendant, moi, je ne vais pas m'arrêter de bosser. J'ai élargi la cible et c'est vrai que de plus en plus, je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, jeunes chefs d'entreprise. Il y a plein de petites boîtes en France qui cartonnent, qui ont pas mal de trésorerie et d'argent, mais qui n'ont pas toujours le réseau et le carnet d'adresse carnet d'adresse significatif. Et donc, moi, le but, c'est de leur dire, vous, entrepreneurs et jeunes chefs d'entreprise TPE,
adhérer au Chinese Business Club et vous aurez le réseau et le carnet d'adresse sur un plateau d'argent, des patrons, des politiques, des grandes fortunes, des business angels, des investisseurs, des sportifs professionnels, des journalistes. À chaque déjeuner, il y a BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. Non, mais c'est un réseau qui vaut de l'or. François, t'imagines? Oui, j'imagine très bien, oui. Les journalistes, tu les vois une fois, deux fois. Oui, à la sûr. troisième fois, tu te retrouves avec un portrait, un article, une interview, une citation. T'appelles ça comme tu veux, mais c'est de la publicité gratuite. Et moi, les membres au club, ils sont ravis. Bien sûr. Ils sont très contents de se retrouver avec des articles dans la presse écrite ou papier ou télé, peu importe, ou radio. Alors, moi, il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. Tu es issu d'un milieu aisé, on va dire. Et j'ai noté une phrase qui m'a fait beaucoup sourire. Tu disais... Attends, François, j'ai une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Ok, je suis issu d'un milieu aisé, comme on dit. Par contre, j'ai reçu 0 € de la part de mes parents et de ma famille. Voilà. Non, mais, Non, mais- c'est- bien sûr. Voilà. Non, mais il y avait une 0 phrase, €. il y avait une phrase que j'aimais bien, c'est quand tu disais, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu aisé que c'est plus facile. En fait, c'est même plus compliqué parce que quand on vient d'un milieu aisé, on n'a pas droit à l'échec. Ouais, alors après, oui et non. Tu vois, par exemple, moi, je suis très admiratif de gens qui sont pas issus du même milieu que moi et qui réussissent. Tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple que vous connaissez de Rebed Tari, le patron de Papépille, et sa femme Fatia, franchement, respect. Parce que, je veux dire, je pense que c'est 10 fois plus difficile pour eux de réussir que pour moi. Parce que, entre guillemets, j'ai la tête du premier de la classe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est objectif, quoi. Donc, je pense que c'est plus difficile pour Rebed de réussir que pour moi. Et pourtant... Mais en même temps, personne t'a aidé. Non. Non, mais... Et c'est pour ça que moi, je suis encore plus admiratif de personnes comme Rebed ou d'autres. Là, on parle de lui, en l'occurrence. Mais voilà, moi, je suis hyper admiratif. C'est un bosseur et tout. Moi, je suis pour les gens qui travaillent à un point barre. Après, je veux dire... Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ta norme, quoi. Il faut bosser. Aisé ou pas aisé, moi, je suis admiratif des gens qui bossent et qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie d'avancer. Franchement, moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et je suis toujours admiratif des idées, des projets, etc. Mais ça fourmille d'idées, quoi. C'est magique. Alors, on a bien compris ton club, ton réseau d'affaires plutôt, on va appeler ça comme ça. C'est un club. Oui, c'est un club. C'est un club d'affaires, réseau d'affaires. A vraiment décollé au moment où Emmanuel Macron est venu en 2015. Ouais. Mais bon, juste une personne qui vient, ça change pas tout. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour atteindre ce niveau en fait de réseau d'affaires aussi qualitatif? Alors, des clubs d'affaires en France, il y en a des milliers. Donc, dès le démarrage, en 2012, j'avais 2 solutions. Soit j'ai un positionnement premium et je sors du lot et je ne suis pas noyé dans la masse, soit je suis noyé dans la masse. Donc, tu peux t'imaginer la réponse. Non, mais c'est vrai. Donc, évidemment que c'était difficile d'avoir un positionnement premium dès le début. Bien sûr. Parce que les gens ne connaissent pas ton club, ils ne savent pas quitter, ils ne savent pas ce que tu fais, et puis ils s'en foutent. Enfin, tu vois, je vais te dire, réellement, ils ne t'ont pas attendu pour... voilà. Dès le début, j'ai voulu avoir un positionnement premium, et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est plus facile éventuellement de baisser en gamme que l'inverse. Monter en gamme, c'est extrêmement compliqué. C'est quasiment mission impossible. C'est-à-dire que si tu fais un truc grand public et ensuite tu veux monter en gamme, malheureusement, tu as le track record qui joue contre toi. Et voilà. Donc, dès le début, positionnement premium haut de gamme pour sortir du lot. Et pour avoir le top du top. Et c'est vrai qu'il y a un noyau dur de personnalités qui vient à tous les déjeuners. Il y a beaucoup de milliardaires français, des business angels, des investisseurs, des gens très médiatisés. Beaucoup de gens, tu as le listing, là, par exemple, des gens qui étaient là au dernier déjeuner avec Édouard Philippe. La fois d'avant, c'était Roxane Barza, la patronne de Station F. La fois d'avant, c'était Michel-Édouard Leclerc, Nicolas Hieronymus, le PDG de L'Oréal. Là, pour les prochains, on a Anthony Bourbon. On a... Nicolas Dufour, le patron de la BPI, etc., etc. Donc à chaque fois, après l'invité d'honneur, c'est un peu le prétexte pour réunir tout le monde, parce que évidemment qu'a priori, on ne fera pas du business avec l'invité d'honneur, quoique, mais par expérience, plus l'invité d'honneur est prestigieux, plus les gens se bousculent un peu pour venir. On a reçu plusieurs fois Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, on a même reçu à l'époque Jean d'Ormesson, grand monsieur. Alors, il y a une anecdote aussi sur Jean d'Ormesson. Oui. Enfin, il me semble. C'est vrai. Hein, j'aimerais bien que tu la racontes parce que celle-là, elle vaut aussi son pesant d'or. Effectivement, c'est une belle histoire, mais moi,
un jour, je suis très proche de ma famille et de mes parents, comme beaucoup de monde, j'espère. Et mon père me dit Harold, t'aimerais avoir qui comme invité d'honneur? Vraiment, question qui est récurrente. Et je dis je sais plus, j'ai cité plusieurs noms. Et puis je lui dis, entre autres, Jean d'Ormesson. On parle de ça, c'était en 2015 ou 2016, je ne veux pas dire de bêtises. Et je lui dis, entre autres, Jean d'Ormesson. Bon, très bien, ok, super. Un dimanche matin, il m'appelle, je ne sais pas, il était 11h, mes parents se baladaient à Bagatelle. Et il me dit, Harold, il y a Jean d'Ormesson qui se promène, il est tout seul au jardin de Bagatelle. Je dis, ok. Et il me dit, écoute, si tu veux le rencontrer, viens. C'est maintenant. C'est maintenant ou c'est jamais. Et donc là, petit temps mort. Et je dis, ok, j'arrive. Donc, heureusement, j'habite à Levallois, ce qui n'est pas très loin de Bagatelle. Et donc, je fonce en voiture à Bagatelle. Heureusement, le dimanche matin, ça roule bien. Il n'y a pas d'embouteillage, et malgré les travaux partout. Et j'arrive à Bagatelle. Et pour ceux qui connaissent le jardin de Bagatelle, qui est absolument magnifique, ça forme une grande boucle. Et mes parents marchaient derrière Jean d'Ormesson, 100 mètres derrière, avec le téléphone à la main, toujours en ligne de mire. Et comme ça forme une boucle et qui partait vers la gauche, mon père me dit au téléphone, prends le chemin vers la droite et tu vas te retrouver nez à nez avec lui. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me retrouve nez à nez avec Jean d'Ormesson, qui était tout seul, qui se promenait dimanche matin au milieu des fleurs, etc. Enfin, complètement improbable. Et je l'arrête, je dis « Bonjour monsieur, on ne se connaît pas, mon nom est Harold Parizeau, je suis président du Chinese Business Club. » Et après avoir reçu Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Albert de Monaco, j'aimerais beaucoup vous recevoir en invité d'honneur de mon club. Alors là, gros blanc. Gros blanc, il me regarde et il me dit « Écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, mais j'accepte votre invitation avec grand plaisir. » C'est extraordinaire. Jean d'Ormesson. Alors bon, j'imite pas bien, mais c'est pour vous donner un peu une ligne. On a l'image. Voilà. Et bien, franchement, magique. Est-ce que c'est pas ça le secret, en fait, du networking? C'est d'oser. Il faut oser un minimum, et puis il faut être convaincu et passionné par ce qu'on fait. Moi, je suis admiratif de tous les invités d'honneur que je reçois au club. Mais toi, tu as osé avant pour permettre à des gens qui éventuellement oseraient moins de pouvoir oser à leur tour. Oui, il faut oser. Le problème, c'est que si on n'ose pas, François, il ne se passe rien dans la vie. Donc voilà. Non, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai dans la vie professionnelle, c'est vrai dans la vie privée, etc. Si personne n'ose rien, personne ne se marierait, personne... Bien sûr. Oui, bien sûr. On ne va pas faire de dessin, mais sinon, il ne se passerait plus rien dans la vie. Donc après, il faut prendre un peu sur soi, et puis on se lance, et puis on essaye. Et au pire des cas, si ça ne marche pas, au moins on n'aura pas de regrets parce qu'on aura essayé. C'est quoi l'onboarding quand on arrive au Chinese Business Club la première fois? Le quoi? L'onboarding. Ah ouais, il faut que je traduise. Excusez-moi. Non, l'onboarding, c'est, voilà, je suis nouveau, j'arrive au Chinese Business Club, qu'est-ce qui se passe? Je connais personne, comment ça se passe? Ah, mais ça, j'adore ça, François. Voilà, l'onboarding. Ok, très bien. J'apprends le mot. Non, mais en fait, déjà, ça va bien se passer. Oui, ça va l'autre. Ça va bien se passer. Non, mais alors déjà, les gens arrivent très tôt au club. Alors, il y a un cocktail networking debout de 11h30 à 13h, donc 1h30 de networking debout où les gens sont mobiles, se rencontrent, etc. Avec la moi, je suis hyper timide. J'arrive là-bas. Alors déjà, tu arrives en costard-cravate, François. Cravate obligatoire pour les hommes au club. Alors je sais que ça fait une nouvelle fois un peu old school et tout, mais ça fait tellement de bien de voir les gens bien habillés. Je morfle là. Non mais là on est à la cool. Quelqu'un pourrait m'amener une chemise et une cravate s'il vous plaît là, parce mais là on est dans un studio, on est à la cool, on est entre nous. Et c'est vrai que pour des grands rassemblements comme ça où il y a à chaque fois 200 personnes, c'est tellement agréable de voir les hommes en costume cravate, les femmes en working girl, en tailleur ou en robe, en jupe, etc. C'est sympa. Et puis je trouve que c'est un respect pour les interlocuteurs. Donc cocktail networking debout pendant 1h30, et quand tu arrives, les hôtesses te remettent la liste de tous les gens présents avec nom, prénom, fonction, société. Donc toi, tout de suite, dans ce fameux listing, ça te permet de repérer les targets à approcher, parce qu'évidemment que dans la liste, tout le monde ne t'intéresse pas. Il y en a d'autres, il y en a certains qui t'intéressent plus que d'autres. Cocktail networking pendant 1h30 debout. Après, on passe à table, déjeuner assis, emplacement libre pour tout le monde, sauf ceux qui sont à la table d'honneur, évidemment. Déjeuner assis entre 13 et 14, où l'invité d'honneur fait un petit discours d'une 10-15 minutes max. Et après, à 14h, café une nouvelle fois debout pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer, etc. Donc le but, c'est de repartir avec un maximum de contacts
Alors évidemment, tu ne feras pas du business avec tout le monde, mais n'empêche que c'est que des contacts pertinents, des ambassadeurs, des députés, des sénateurs, des grandes fortunes, des business angels, des investisseurs, des sportifs professionnels, beaucoup de sportifs professionnels au club, des entrepreneurs, beaucoup de dirigeants et de chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise sont même propriétaires de leur boîte. Ce réseau vaut de l'or. Alors là, évidemment, quand j'en parle, ça fait un peu le mec qui vend son truc, mais n'empêche que moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, au club, depuis 10 ans, on a 90% de satisfaction et de fidélité avec le renouvellement des sociétés membres tous les ans. 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans. Donc ça fait plaisir parce que surtout que les adhésions ne sont quand même pas données. Il y a une barrière tarifaire. Les memberships démarrent quand même à 9 500 € hors taxes par an et par société. Donc c'est quand même un coût non négligeable, surtout pour une start-up ou une TPE. J'en ai évidemment bien conscience. Est-ce que tu as une idée, pardon Amel, est-ce que tu as une idée du chiffre d'affaires généré... Voilà. Alors vas-y, pose. Non, mais... Alors Amel, je t'écoute. Tu as une métrique. Moi, je suis pas bien habillé, alors c'est le problème. Ceci, j'ai pas de cravate non plus. Oui, c'est vrai, j'ai noté. Et j'ai mis des baskets, mais on les voit pas. Elles sont cachées sous le micro. Donc, Alors Amel, la question d'Amel. Donc il y a une métrique, bien sûr, qui est la satisfaction client, mais est-ce que tu as une visibilité sur le chiffre d'affaires qui est généré suite au... Aucune. Je n'ai aucune visibilité. Je vais te dire pourquoi. Parce que je ne touche aucune commission, ni rétrocommission, ni argent de quelques business effectués au club. Moi, je fais payer en amont une adhésion au club pour les entreprises. Elles font tout le business derrière qu'elles veulent. Je ne suis au courant de rien, sauf celles qu'on me dit et sauf celles que je découvre dans la presse. Donc ton business model, c'est uniquement sur les memberships. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, et est-ce que tu as des invités que tu adorerais avoir, qui sont intouchables, mais où tu te dis, non mais un jour je les aurai? Alors, intouchable, je ne sais pas, parce qu'il faut toujours être optimiste et rêver. Là, tu as eu Macron, tu as eu Dormesson, donc bon, voilà, tu vois. Oui, mais pas mal de choses. Non, mais j'aime bien ta question, François, parce qu'effectivement, j'ai essayé par tous les moyens d'avoir Thomas Pesquet. Et pour l'instant, il n'est pas encore venu, mais il viendra. Il viendra. Thomas Pesquet viendra au Chinese Business Club. J'espère qu'il nous Thomas Pesquet, si tu nous écoutes. Non, mais oui. Alors Thomas Pesquet. Après, voilà. Moi, il y a plein d'entrepreneurs dont je suis admiratif et j'aimerais beaucoup qu'ils viennent au club. Je peux citer des exemples. Par exemple, Justine Hutto de Respire, la patronne de Yuka, parce que je trouve cette application extraordinaire. Et d'ailleurs, moi-même, je l'utilise quand je fais mon petit marché. Je trouve ça génial. C'est vrai qu'entre deux produits, autant prendre celui qui est le meilleur pour la santé que l'autre. Et puis, par exemple, également le patron de Insect. Je suis très impressionné par cette boîte qui commercialise des insectes alimentaires. Alors aujourd'hui, c'est destiné aux animaux, mais à mon avis, à terme, court, moyen, long terme, je ne sais pas, mais à terme, il y aura des insectes dans l'alimentation pour les humains. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître effrayant comme ça, etc., mais je pense réellement que c'est quelque chose d'avenir. Et en plus de ça, je pense même que c'est certainement bon pour la santé. Après, il y a évidemment une barrière psychologique à surmonter, mais voilà. Donc toi, tu n'as pas peur de l'IA, tu n'as pas peur de la digitalisation, tu n'as pas peur de tout ça, en fait. Tu t'en fous? Alors, non, je m'en fous pas. Alors après, j'ai pas peur, non. Après, il faut pas évidemment que ça soit utilisé à des mauvaises fins, évidemment. Mais je trouve que l'IA, par exemple, c'est vraiment hyper impressionnant. Et si, par exemple, ça permet à la médecine d'évoluer, etc. Je lisais un article, je ne sais plus dans quel papier récemment, qui disait que grâce à l'IA, on arrivait à détecter certaines maladies 10 à 15 ans à l'avance. Franchement, c'est une super avancée quand même. Donc, mais est-ce que tu ne penses pas justement que plus on va aller vers la digitalisation et au fond, plus des relations basico-basiques, humaines, proprement humaines, vont se développer? Est-ce qu'on n'a pas besoin, en fait, en réaction à toute cette digitalisation, d'avoir des relations de plus en plus humaines? Si, parce que de toute façon, les deux sont complémentaires. On a commencé l'émission en parlant des réseaux sociaux et des réseaux en physique, en prenant l'exemple du club et de LinkedIn. Les deux sont complémentaires. Donc l'IA et l'humain, ça reste très complémentaire aussi. On va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Hein. Non, mais c'est vrai. Le but de tous ces progrès technologiques, c'est que ça soit utile pour l'humain. Et ta vision du Chinese Business Club dans 5 ans?
Tu sais, je vais te dire, en ce moment... Les Chinois seront revenus. Déjà, les Chinois seront revenus. J'aurai certainement des délégations chinoises en France, comme j'en avais avant le Covid. Et depuis 3 ans maintenant, j'en ai plus. Ils finiront par revenir, mais néanmoins, je continuerai de cibler tout ce qui est start-up, TPE, PME, etc. Parce que je trouve vraiment que le club est utile pour ces petites boîtes. Et je vois qu'ils sont contents de venir, de revenir, qu'ils font du business, qu'ils rencontrent des contacts pertinents qui leur sont utiles. Et donc, voilà, ma plus grande satisfaction, c'est que le club soit utile pour des jeunes chefs d'entreprise et des entreprises. Comment tu sélectionnes Beaucoup plus que pour une boîte du CAC 40. Comment tu sélectionnes les nouveaux entrants au Chinese Business Club ? Je disais tout à l'heure que quand on reçoit une invitation de ta part, c'est un peu comme si on recevait un Oscar quand on est acteur. Comment tu vas chercher les gens ? Déjà, j'ai pas mal de connexions via LinkedIn, qui professionnellement pour moi est le réseau incontournable. Et en termes de réseau pro, c'est top. C'est hyper important d'avoir son profil impeccablement à jour, d'être actif, de poster sur son créneau. Celui qui bosse dans la médecine, il poste des articles sur la médecine. Celui qui bosse dans l'événementiel, etc. Enfin, normal, quoi. Mais tu as un template d'invité type ou de secteur type Alors, pour les invités d'honneur, c'est soit politique, soit CAC 40, soit licorne française. Il y a à peu près 28 licornes françaises. Et pour les participants, c'est des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, PME, ETI, grand groupe, grosse PME, etc., peu importe. Mais moi, le meilleur moyen de convaincre un chef d'entreprise, c'est de lui faire essayer le club. Il vient tester le club et à l'issue de ce déjeuner test, libre à son entreprise d'adhérer ou pas au club. Mais l'intérêt, c'est de lui donner le goût et de donner l'envie. Tu viens une fois, a priori, si tu as pris ton pied, tu as envie de recommencer. Il paraît. Et si tu devais remonter le Chinese Business Club aujourd'hui, tu commencerais par où ? Tu commencerais par quoi ? Là, c'est une bonne question. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne change pas la marque du club, mais aujourd'hui, c'est Chinese Business Club, mais c'est franco-français à 90%. Donc, est-ce que je reprendrais la même marque ? Je ne sais pas. De toute façon, François, tout ça, ça prend du temps. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Tout ça, c'est long, ça prend du temps. Et le succès, entre guillemets, arrive sur la durée. Mais ça ne marche pas du jour au lendemain. Franchement, ça prend du temps. Parce que là, aujourd'hui, on en parle, c'est super, c'est le grave. Je suis content d'être invité et tout. Mais moi, j'ai créé le truc il y a 11 ans maintenant. Ouais, c'est énormément d'efforts, c'est énormément de boulot. Voilà, donc aujourd'hui, c'est cool, pourvu que ça dure. Mais moi, les 3 premières années, j'ai bien galéré à tout point de vue, y compris financièrement, etc. Quand je dis que j'ai galéré, j'ai bien galéré. Bon, Harold, il y a un principe dans cette émission, c'est que celles et ceux qui regardent posent leurs questions. Très bien. Et c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Donc, première question à Harold, comment bien se présenter quand on fait du networking ? Il va pas venir en t-shirt déjà. Franchement, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup cette question parce que je pense que déjà, la présentation, l'habit est important. Je suis désolé, on n'arrive pas en jogging basket. Je pense que c'est une forme de respect pour son interlocuteur, c'est d'être bien habillé, d'avoir des chaussures cirées, d'être présentable. Non, mais c'est vrai. Enfin voilà, ça paraît complètement bateau et basique ce que je dis, mais je pense que c'est une forme de respect d'être en costume cravate, d'être présentable et d'être bien présenté. Bon, Steve Jobs n'aurait jamais été invité chez toi, quoi. La question piège. C'est vrai que avant tout ça, je sais pas. Il aurait dû mettre la cravate, c'est tout. Mais voilà. Et puis après, les formes de politesse classiques. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Et je trouve que ça se perd beaucoup. Moi, je vois l'attitude des gens dans les restaurants avec les employés ou les serveurs qui sont plus que borderline, quoi. Donc, je pense que c'est important tout ça. Ouais, c'est un peu old school une nouvelle fois, mais je pense que c'est utile. Et j'allais dire un truc, je sais pas si... comme lors d'un contrôle de police. Contrôle de police, vous êtes poli et souriant, curieusement, ça va bien se passer.
Alors, question suivante. Alors, est-ce que vos événements sont ouverts à l'international ? Je suppose que la thématique de la question, c'est plutôt est-ce que vous reproduisez le Chinese Business Club à l'international ? Alors, peut-être qu'il y a 2 questions, comme ça on va répondre aux 2 questions. Le club est évidemment très international parce qu'il y a de plus en plus d'ambassadeurs de grands pays qui viennent au club, des ambassadeurs des pays du Moyen-Orient, des ambassadeurs africains, de plus en plus de grands pays africains, ambassadeurs de pays de l'Est, et puis on a même eu l'ambassadeur d'Ukraine. Et puis, alors après, est-ce que ça dépend de la tournure de la question, mais est-ce qu'il y a des représentations à l'international ? Non. Moi, je suis chauvin, donc tous les événements ont lieu en France. À un moment, j'avais hésité, avant le Brexit, j'avais hésité à faire des événements à Londres, et puis après, je me suis dit que c'était un peu dommage, et donc non, tous les événements ont lieu à Paris. Il y a à peu près une quinzaine d'événements par an à Paris sous forme de conférences, cocktails et grands déjeuners d'affaires, des grands déjeuners officiels. J'entends un peu la liste des invités, des ambassadeurs, etc. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas il y a une barrière à l'entrée qui est la barrière du tarif d'entrée. Mais est-ce qu'il n'y a pas au fond une barrière à l'entrée quand on est une TPE ou une petite PME pour ensuite aller faire du business avec ces gens-là? Mais pas du tout, t'imagines, François, ça vaut de l'or d'être en contact avec des ambassadeurs, etc. Imagine, tu as une TPE ou une PME et que tu veux exporter des produits dans tel ou tel pays et que tu te retrouves nez à nez avec l'ambassadeur du pays concerné, ça vaut de l'or. Mais il dit, tout de suite, il va te dire je vous donne tel ou tel contact, vous l'appelez de ma part, etc. Ça marche comme ça. C'est du réseau. C'est pas du piston, parce que le mot piston, j'aime pas beaucoup. C'est très péjoratif comme mot. Mais c'est du réseau. Et le réseau, ça vaut de l'or. C'est un gain de temps énorme. L'ambassadeur ou l'ambassadrice, elle va tout de suite te dire, déjà, si c'est jouable ou pas, s'il y a un potentiel, s'il y a un marché, si elle connaît des contacts, etc. Mais ça vaut de l'or. C'est génial. Gros gain de temps. Alors, autre question, ne devient-on pas un chasseur ou une proie dans un club ? Elle est marrante cette question. Ouais, c'est vrai. De toute façon, on est soit chasseur, soit proie, soit les deux. Ouais. Mais le but, c'est que tout le monde y trouve son compte et puis et que tout le monde soit satisfait. Tout le monde sait pourquoi il vient de toute façon. Non, mais voilà. Donc après, je sais pas, moi, il peut y avoir une proie et des chasseurs, il peut y avoir des dominés et des dominants. Le but, c'est que tout ça soit très complémentaire. Non ? Mieux vaut-il se concentrer sur un seul réseau ou multiplier les réseaux pour faire du business ? Après, c'est également une très bonne question, mais multiplier les réseaux, après, il faut avoir le temps. Et puis après, des réseaux... Après, on peut avoir plusieurs réseaux. On peut avoir un réseau de collègues, on peut avoir un réseau sportif. C'est un réseau aussi. On peut avoir un réseau comme le Chinese Business Club pour le business, etc. On peut multiplier les réseaux. Après, c'est une question de temps quand même, parce que, mine de rien, ça prend un peu de temps. Moi, je pense qu'il vaut mieux rester focus sur un ou 2 clubs. Et puis, moi, tous les membres au club font tous du business entre eux, à force de se voir et de se revoir 12 à 15 fois par an. Inutile de vous dire qu'ils se recommandent tous les uns les autres. Ouais. Et tant mieux, c'est fait pour ça. Tout le monde est là pour faire du business. Ah oui, ça c'est clair. Moi, c'est vraiment un club à l'anglo-saxonne. Business first. C'est ça, en fait, qui en fait la force, c'est qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de... Évidemment. Il n'y a pas de question. Tout le monde sait pourquoi il est là. Ah ben évidemment. Des clubs à Paris prestigieux, il y en a plein. L'Automobile Club, l'Interallié, le Jockey Club, le Polo, tout ça, c'est très chic. Mais quand tu sors une carte de visite... c'est pas toujours très bien vu, tu passes pour un affairiste, etc. Moi, le Chinese Business Club, comme je vous disais, c'est un club à l'anglo-saxonne. Les gens viennent pour faire du business, pour développer leur réseau à haut niveau. Et il faut vraiment voir ce réseau comme un accélérateur de business. Il y avait quelque chose qui te prédestinait à faire ça dans ta vie ? Moi, j'ai toujours aimé être en contact avec plein de monde. Et donc, au final, j'ai fait de ma passion mon métier. Donc, c'est un vrai luxe parce que j'y consacre beaucoup de temps. Mon métier n'est pas compliqué, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais au final, j'adore ce que je fais. Et puis moi, de voir que les gens sont contents et qu'ils se bousculent, entre guillemets, pour revenir, ça fait plaisir. Donc, il y a une question, c'est quid de la proportion homme-femme dans ce réseau ? 50-50. C'est vrai ? Ouais. Réellement, on est la parité. Ça fait déjà plusieurs années, mais déjà parce qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, enfin entrepreneuses, je sais pas comment on dit, mais il y a de plus en plus de femmes, et tant mieux. Et puis même, c'est plus sympa pour tout le monde. Moi, les membres hommes du club sont ravis qu'il y ait plein de femmes qui viennent. Donc
Si on peut joindre l'utile à l'agréable, tant mieux. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, la parité est respectée entre hommes et femmes, et tant mieux. Et pour compléter cette réponse, on organise tous les ans, au mois de mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un déjeuner spécial femmes, où on reçoit donc une femme française, un peu glamour, internationale, etc. Et à chaque fois, c'est un déjeuner qui est très sympa, qui est assez festif. On a reçu Sophie Marceau, Monica Bellucci, Tu peux la réinviter, s'il te Carla plaît. Bouli, Ginny Ledoyen, Alexandra Lamy, etc. Toutes ces femmes que tout le monde aime, on les a reçues en invité d'honneur. Et donc, tous les ans, on remet le prix femme de l'année à l'invité d'honneur. Donc l'année prochaine, ça sera le 7 mars 2024. Est-ce que c'est un métrique que tu as toujours surveillé, ça, l'égalité homme-femme en nombre? Non, toujours non, parce que quand j'ai créé le club... c'était très masculin, je suppose. C'était très masculin, et c'est vrai que en Chine, il y a quand même plus d'hommes dans l'entrepreneuriat que de femmes. Et ça m'a été reproché plusieurs fois entre 2014 et 2016. Après, le sujet était quand même moins récurrent qu'aujourd'hui. Et puis, résultat, pour essayer d'y remédier d'une façon ou d'une autre, en 2016, on a mis en place ce fameux déjeuner spécial femmes où la première invitée d'honneur était Sophie Marceau, qui en plus est une véritable déesse en Chine. Donc, et en plus, elle est hyper sympa. Ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu préfères le plus dans tes événements? Ton moment préféré, en fait, d'un événement? Le début. Le début, parce que je vois tout le monde qui arrive, qui est content d'être là. Et puis, le problème, c'est que ça passe tellement vite. C'est comme un mariage, quoi. On voit pas passer la journée. Et donc, moi, je préfère le début, parce qu'au moins, je sais qu'il en reste pour après. Alors qu'à la fin, ça passe tellement vite. Franchement, ça passe hyper vite. Question suivante. Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui vous a marqué dans le développement de votre réseau? On a parlé de l'anecdote de Jean d'Ormesson. On a parlé de l'anecdote de Macron. D'Emmanuel Macron quand il est venu en 2015. Ça fait déjà 2 anecdotes. Pas mal, non? Alors, avez-vous des déclinaisons en province, puisqu'on a parlé de l'international, mais est-ce que vous faites des choses en province? Non. J'y ai pensé, mais c'est compliqué. Moi, je travaille tout seul. J'ai ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant. Tu fais tout seul? Tout seul depuis 11 ans. Voilà. Après, je fais travailler des gens qui sont en freelance, qui sont à leur compte, qui, par exemple, peuvent être apporteurs d'affaires pour moi ou autres, peu importe. Mais je travaille tout seul. Depuis, donc, ton principal outil, toi, c'est ton téléphone? Et mon ordinateur portable, exactement. C'est ouf, ça. Ça prend pas de place. D'ailleurs, je travaille de chez moi. Mais pour faire tout ça, tu as des journées de malade, non? Sincèrement, les 3 premières années, je travaillais à peu de choses près, 7 jours sur 7. Ouais. Après, quand le club a commencé à décoller en 2015, j'ai un peu levé le pied, 6 jours sur 7, et puis maintenant, je suis à 5-6 jours par semaine. Mais franchement, j'aime tellement ce que je fais que moi, de voir les gens qui sont contents et qui se bousculent pour venir au club, ça fait tellement plaisir. Enfin, tu vois, quand tu aimes bien quelque chose et quand tu aimes bien faire quelque chose, tu le fais bien, a priori. Enfin, t'essayes en tout cas. Donc, puis c'est quand même plus intéressant de bosser là-dessus que de bosser dans une usine, par exemple. Enfin, je connais pas, mais enfin, tu vois. Donc là, tu vois, par exemple, hier soir, j'ai bossé sur mon ordi jusqu'à 2h du matin. Donc oui, c'est tard, mais à côté de ça... c'est une passion. C'est une passion. Moi, je suis tellement motivé par ce que je fais. Et puis, de me dire que j'ai créé tout ça de zéro en partant de rien, que franchement, personne n'y croyait, et de me dire que peut-être qu'un jour, le jour où je serai plus là, le club continuera d'exister, ça fait plaisir. Bien sûr. Et Emmanuel Macron a décoré alors ça se voit pas à la radio, mais... Si. Ouais, petit truc bleu, là. Le mérite. Voilà. Écoute, ça rapporte rien financièrement, mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, très bien. Alors, le lieu de rendez-vous change à chaque fois, ou où tu as ton propre lieu de réception? Non, il y a plusieurs lieux, parce que le problème, Amel et François, c'est que si je vous emmène 10 fois de suite au même endroit, je pense qu'à la fin, ça va vous saouler. Vous allez me dire, Harold, on peut changer de lieu. Et vous auriez raison. Donc, résultat, c'est une très bonne question. On change de lieu régulièrement. On tourne entre le Four Seasons avenue Georges V, l'Intercontinental Opéra, le Westin Place Vendôme et l'Hôtel du Collectionneur rue de Courcelles. Donc, c'est des lieux qui sont assez centraux dans Paris. Et puis, des grandes salles assez jolies, etc. Donc, voilà. Mais on
On varie les plaisirs. Et puis après, on fait souvent des cocktails chez les membres du club, à l'hôtel Braque dans le 16e, au Crillon, au Royal Monceau, au Fouquet's, etc. Tous ces hôtels, tous ces palaces sont membres du club depuis des années. Tu dois faire rêver pas mal de gens. Ouais, avec moi, ce genre d'adresse. Oui, c'est agréable. Ceux qui rêvent, n'hésitez pas à envoyer un petit message via la page contact sur chinese-club.fr et surtout, n'hésitez pas à venir au club. Vous verrez, le tester, c'est l'adopter. Justement. Justement, comment se passe l'adhésion ? Alors, c'est assez simple. Alors, non, je vais vous donner un RIB. Non, mais après, voilà, pour les sociétés... Alors déjà, il n'y a que des adhésions corporate, il n'y a pas d'adhésion individuelle. Alors après, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais au club, il n'y a pas de retraités, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de chômeurs, etc. C'est vraiment que des entreprises qui adhèrent au club. Et pour les entreprises qui sont convaincues par l'intérêt du club et le ROI... générés, ils peuvent effectivement envoyer un message via le site internet, il y a une rubrique contact et puis on répond rapidement. Enfin, je réponds rapidement. Y a-t-il des clubs à l'étranger dont le modèle t'inspire ? Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais été inspiré par le modèle anglais, le modèle des clubs anglais au départ. Oui, parce que c'est un club. Moi, ce que je veux, c'est un club d'affaires. Je veux du concret. Je veux pas du truc poussiéreux où il se passe rien et où je veux pas d'entre-soi. Moi, j'aime bien avoir des profils atypiques. Au dernier déjeuner, j'avais le plus jeune entrepreneur de France qui s'appelle Théo Leblanc. Si ça se trouve, il nous écoute. Il a 16 ans. Bluffant. D'ailleurs, il a même posé une question à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Moi, j'aime bien avoir des profils atypiques. Voilà. Donc, j'aime bien mélanger. Je mélange des jeunes avec des seniors. Je mélange des sportifs professionnels avec des journalistes. Je mélange des députés avec des ambassadeurs, des sénateurs. Tout ça se mélange très bien. C'est un réseau qui vaut de l'or. Et je suppose qu'il y a des clubs équivalents à l'étranger. Certainement, mais alors... Tu n'es pas du tout en contact. Tu ne regardes pas ça, quoi. Non, moi, je les connais pas. De temps en temps, après, j'ai des ambassades qui me contactent lorsqu'il y a une personnalité étrangère qui vient à Paris, qui me contacte pour... pas s'incruster, c'est pas le mot, mais s'inviter à un déjeuner avec telle ou telle personnalité du club. Mais je suis pas du tout en contact avec les clubs à l'étranger. Non. Ça fait quoi, en fait, de connaître autant de beau monde ? Une fois de plus, François, moi, c'est une passion. Hein, donc, je prends du plaisir. Enfin, tu vois, moi, je suis admiratif de tous ces gens. Donc, ça me tire vers le haut. Ça me tire. Moi, je suis admiratif de celui qui réussit, de celui qui gagne de l'argent, etc. Il n'y a pas de tabou. Au contraire, moi, celui qui gagne beaucoup d'argent, il me fait rêver. Comment il n'y a pas de jalousie, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a quand même un peu un problème avec l'argent. Alors, ça allait être ma question, justement. Ouais, l'argent, c'est mal vu. Non, s'il a de l'argent, c'est qu'il l'a mérité, il ne l'a pas volé. Et moi, celui qui gagne beaucoup d'argent, je rêve d'en gagner beaucoup comme lui. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, Mais c'est marrant parce que, en fait, ton business, parce que c'est un business, est assez antinomique par rapport à plein de choses en France. Il est antinomique par rapport à l'argent, où effectivement, l'argent, c'est quand même plutôt un sujet tabou en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est éventuellement antinomique par rapport au digital, puisque c'était un peu mon introduction, c'était de dire, est-ce que les déjeuners d'affaires, ça a encore toujours une valeur dans le monde du digital ? C'est assez drôle, en fait. Tu prends les contre-pieds de tout. Non seulement tu es un opportuniste, mais tu prends les contre-pieds de tout. Opportuniste dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr, j'ai dit que tu ne retournais jamais ta veste. Non, mais c'est une qualité d'être opportuniste. Oui, bien sûr. Écoute, il y a certainement une part de chance dans tout ça. Après, une nouvelle fois, je pense que la chance, elle se provoque. Je travaille beaucoup et plus on bosse, plus on a de chance et un jour ou l'autre, ça finit par tomber. Voilà. Une nouvelle fois, là, pour parler de Rebed, moi, j'ai parlé plusieurs fois avec lui, etc. On a échangé. Il bosse énormément aussi. Donc, OK, il est bon, mais il bosse. Donc, voilà. Et puis, à force de bosser, on a de la chance. Voilà. Plus on bosse, plus on a de chance dans la vie. C'est incroyable. Est-ce que tu as déjà pensé à devenir mentor ou est-ce que tu es déjà mentor ? Alors, mentor, je pense pas, mais par contre, j'accompagne, j'investis des petits tickets dans des startups dans lesquelles je crois. Voilà, la dernière en date, c'est une petite boîte qui cartonne, qui s'appelle T-Shop. C'est un couple de jeunes entrepreneurs et étudiants dans le sud de la France qui a créé une startup qui s'appelle T-Shop, qui fait du thé. Et alors, la particularité, c'est que
contrairement à toutes les marques de thé qu'on connaît, comme Kousmiti, Daman, Pandati, Mariage Frère, etc., qui sont des marques très haut de gamme, c'est la seule marque Tea Shop à avoir aucun arôme artificiel. Ah oui, Contrairement à toutes les marques qui existent sur le marché. C'est incroyable. Donc, résultat, le potentiel est absolument phénoménal et incroyable. Ils ont lancé cette marque il y a à peine un an. Ils sont déjà référencés, c'est pas une blague, chez Monoprix et chez Carrefour. Ok. Incroyable. C'est des gens que tu as croisés au Chinese Business Club ou Alors maintenant, oui, parce qu'ils sont membres du club Tea Shop, mais on s'est connecté via LinkedIn. Ah oui. C'est dingue. Donc on y revient à LinkedIn. Ouais. Mais comme quoi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. C'est les deux. On s'est connecté sur LinkedIn, puis on s'est rencontré au Chinese. Et comme on disait tout à l'heure, on peut très bien se rencontrer au Chinese et ensuite s'ajouter et se connecter sur LinkedIn. Bien sûr. Ça marche dans les deux sens. Est-ce qu'on peut dire que tu as un des plus beaux carnets d'adresses de France? C'est pas un concours de je sais pas quoi, mais après le problème, c'est, moi c'est mon métier, donc c'est sûr que j'ai un carnet d'adresses plus développé que quelqu'un d'autre, etc. Certainement, mais c'est mon métier, donc c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est de même que l'acteur, il jouera beaucoup mieux que moi, c'est normal, c'est son métier. Enfin voilà, on a chacun nos spécificités, nos qualités, nos avantages, etc. Comment on fait pour développer un business comme le tien? C'est quoi le truc? C'est d'augmenter la masse de membres ou c'est d'augmenter ou de travailler sur la qualité des membres? Alors déjà, augmenter le nombre de membres, je peux pas. Moi, il y a un plafond de verre dans mon business model. C'est que, il y a une limite, c'est que je peux pas augmenter indéfiniment le nombre de membres. C'est-à-dire que l'entrepreneur... Tu peux pas faire des trucs à 400 personnes ou 500 personnes. L'entrepreneur qui lance son application, elle est potentiellement téléchargeable des millions de fois. Bien sûr. Moi, je ne peux pas avoir des millions de membres. Donc, à défaut d'augmenter le nombre de membres, je peux tout à fait augmenter le revenu par membre, ce qui me permettra d'augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans une logique d'augmenter le revenu par membre plutôt que d'augmenter le nombre de membres. Des demandes, je reçois pas mal. Ouais. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Combien? J'ai des demandes quasiment tous les jours. Ouais. Oui. Tous les jours, j'ai des gens qui me disent qu'ils veulent venir au club et tout. Mais après, je ne veux pas me plaindre, ça me fait plaisir. Moi, plus il y a de demandes, plus je me dis que ça marche. Le club si demain, rêver, on ne se connaît pas, je t'envoie un mail, je dis bonjour, je voudrais intégrer le Chinese Business Club. C'est dans les choses faisables. Ah bah bien sûr, ouais. Ouais. Mais attends, moi, c'est pas inaccessible, mon club. Mon club est officiel, il est transparent. Si tu vas sur chinesebusinessclub.fr, tu verras, tu as les photos de tous les derniers déjeuners, tu as les vidéos de tous les déjeuners, tu as la liste des sociétés membres qui est à jour. C'est pas une secte, tout ça est officiel et transparent. Tu fais pas de sélection à l'entrée, en fait? Non. À partir du moment où c'est une boîte, voilà. Oui, bon, après, le but, si tu veux, c'est quand même que le nouvel entrant ait un intérêt pour les autres. Par exemple, je limite drastiquement le nombre de cabinets d'avocats parce que on n'a pas... Non, mais j'ai rien contre les avocats, si tu veux, François, mais ma remarque, c'est de dire que j'ai quand même beaucoup de patrons qui viennent au club. J'ai, je sais pas moi, le PDG d'Asso, le PDG de Zadig et Voltaire, le PDG de Clarins, Douste Blasi, Seguela, Bouygues, Dassault, Alliomari, etc. Tous ces gens-là, ils ont déjà des avocats. Ils ont déjà des avocats. Et après, ils peuvent en rencontrer d'autres, mais j'ai pas envie qu'ils se retrouvent cernés par 3, 4, 5 avocats à chaque déjeuner. Donc, je limite, par exemple, le nombre de notaires, je limite le nombre d'avocats, etc. Parce que je pense que c'est pas ce qui fait rêver, a priori, les autres sociétés membres. Non, mais vraiment. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est très intéressant. Alors que des sociétés membres comme, je sais pas moi, Air France ou Club Med, ou je sais pas, moi j'ai la liste sous les yeux, là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui te manque comme entreprise du CAC 40 aujourd'hui? Mais moi, je ne tiens pas du tout à avoir les entreprises du CAC 40 parce que je me sens beaucoup plus utile pour les petites boîtes, les TPE, les PME, que les grands groupes du CAC 40 qui n'ont pas besoin de moi pour faire du business. Oui, enfin, tu me parles quand même du patron de Dassault, de patron de boîtes comme ça. Donc, oui, parce que là, le but, c'est toujours... Enfin, je suppose que dans ce genre de club... je mets quelques boîtes très connues en avant. Ouais. Mais après, j'ai une armée de petites boîtes, de TPE, de PME, etc., qui ne sont pas connues et pourtant qui marchent très bien. Alors, il y a une autre question. Combien de membres minimum faut-il pour créer un club? 2.
Deux, ça fait un peu. Ça dépend ce qu'on veut. Enfin, il n'y a pas de minimum. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient pratiquement à la question de tout à l'heure. C'est comment on démarre ça. C'est ça, moi, qui me... Puis commence à y avoir une synergie. Qui me titille, quoi. Moi, quand j'ai fait le lancement en septembre 2012, j'ai envoyé l'invitation à quelques gens autour de moi. Au final, il y a eu, je sais pas, une quarantaine d'inscrits. Et puis, sur les 40 inscrits, il y avait, c'est pas une blague, il y avait 3 Chinois et 47 Français. Donc, à la fin Ils ont dû être assiégés, les Chinois, dis-moi. Donc, pour un déjeuner franco-chinois, c'était un peu light. Et à la fin du déj, il y a plusieurs qui sont venus me voir en me disant c'est sympa, mais il n'y a pas de Chinois. Et puis, et inversement, les 3 Chinois sont venus me voir en me disant qu'est-ce qu'il y a comme Français c'est génial, il y a plein de Français. Prochain déj, invitez-nous. Et je leur dis, écoutez, moi, je ne sais pas si je vais recommencer, vous voyez bien, il n'y a pas assez de Chinois. Ah, mais monsieur Parizeau, nous, on vous aide, on va faire venir des Chinois avec ça. Et c'est comme ça qu'avec le temps sont venus les diplomates de l'ambassade de Chine, les Huawei, Air, Lenovo, Air China, Comac, Avic, UnionPay, JD, Alibaba. Enfin, c'est les marques chinoises, c'est pas ça qui manque. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, il y en a plein, on ne sait même pas qu'elles sont chinoises dans le lot. Donc, c'est vrai. non, voilà. Alors, est-ce que tu fais des missions d'accompagnement ? Non, mais je fais beaucoup de mises en relation. Je passe mon temps à faire des mises en relation au club, entre membres qui veulent être connectés, faire du business entre eux. Et puis, c'est assez sympa à faire. Déjà, c'est pas très compliqué. Et puis, 2, quand tu présentes 2 personnes l'une à l'autre, les 2 te sont un petit peu redevables. Donc, c'est sympa, c'est cool. Non, mais c'est vrai, quand tu fais plaisir aux 2 et qu'il y a des complémentarités, tant mieux. Voilà. Comment tu as géré le Covid ? Avec les moyens du bord, le problème, c'est que moi, ma société, le code NAF, code NAF ou APE, je ne sais plus comment on dit, c'est considéré comme société de conseil et non pas ni événementiel ni restauration. Donc, j'ai eu 0 aide de l'État et du gouvernement. Donc, moi, le Covid a coûté 0. J'ai coûté 0 aux contribuables, entre guillemets. Donc, heureusement, le Chain Business Club marche bien et donc j'avais un peu de trésor pour tenir pendant 18 mois. Donc, j'ai tenu avec la trésor que j'avais. Heureusement que je n'avais pas tout dépensé. Et côté membres, pour pas que les sociétés membres soient pénalisées ni impactées, toutes les adhésions ont été automatiquement prolongées de toute la durée d'arrêt. Donc, en fait, les membres n'ont pas été impactés ni financièrement, ni en termes de durée. T'es quand même le champion du monde du pivot, non ? Dans la vie, il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, il n'y a plus de Chinois, il fallait bien que je m'adapte. Tout est comme ça. Je veux dire, rien n'est écrit. Il faut s'adapter en permanence. Je pense que le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'adapter au contexte. Et si tu n'avais pas fait ça ? Si tu n'avais pas créé un club, tu aurais fait quoi ? J'en ai aucune idée. Tu sais pas. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureux, si vous saviez. Ah ben ça a l'air, oui. Non, mais c'est vrai. Il y avait quelque chose qui te prédestinait ou pas ? Non, pas vraiment, à part ton envie, quoi. L'envie était présente, ça c'est sûr. Mais bon, après, entre avoir envie et que ça marche, il y a un... bien sûr, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de temps. Voilà, une fois de plus, ça a pris beaucoup de temps à décoller. Mais je ne regrette pas. C'est magique. Donc maintenant, pourvu que ça dure. Et puis, en permanence, aujourd'hui, ça marche, mais après, il faut innover en permanence. Moi, je veux qu'à chaque fois, les membres, à chaque déjeuner, quand ils arrivent, entre guillemets, ils aient l'effet « waouh ». C'est hyper important. Comment tu le crées, cet effet « waouh » ? Je sais pas, moi, ça peut être par exemple avec une armée de robots qui vient te servir ta coupe de champagne quand tu arrives. Ça peut être avec la présence d'un tel, un tel et un tel dans la liste des invités et te dire waouh, il y a un tel. Ça peut être avec un dessert incroyable. T'es un metteur en scène. Mais non, mais il faut vendre du rêve, il faut donner une expérience. L'envie. Voilà, il faut créer des expériences, il faut donner l'envie aux gens de venir et de revenir. Moi, c'est tous les gens connus qu'on voit dans la liste des participants, là, ils viennent à tous les déjeuners. Moi, la personne qui vient une fois et qui ne revient pas, pour moi, c'est un échec. S'il ne revient pas, c'est que... Et tu gères comment dans ces cas-là ? Je prends sur moi. Tu rappelles, tu dis après, je ne vais pas harceler. Non, mais voilà, mais bon, après, essaie de comprendre. Moi, je continue d'envoyer les invitations, et puis après, voilà, après, il y a des gens qui voyagent beaucoup, qui ne sont pas toujours dispo, etc. Mais il faut vendre du rêve, il faut donner l'envie, il faut faire en sorte que ce soit eux qui soient demandeurs. Et surtout pas moi qui leur cours après. En tout cas, D'ailleurs, pour info,
pour la petite anecdote, je ne fais pas de prospection pour le club. Hein. Oui, manifestement, tu n'en as pas besoin. Non, mais ça vaut de l'or quand même. Mais bien sûr. Ouais. En tout cas, voilà, je pense que tu as bien répondu à la question est-ce que les déjeuners d'affaires ont toujours un intérêt dans ce monde digital ? On est vraiment très, très content. Enfin, moi, je suis très content, en tout cas, que tu étais parmi les premiers, et je pense qu'Amel aussi. Merci à vous. À nous dire oui pour venir. Et franchement, encore bravo pour tout ça. Parce que moi, c'est hyper sympa. Et vous êtes évidemment, cher François, cher Amel, tous les deux mes invités au prochain déjeuner que j'organise le 16 octobre. Et l'invité d'honneur sera Anthony Bourbon, le patron du Blast Club. Que Amel connaît bien, je crois. Et fondateur de FID, que tu connais bien. Bon, ben voilà, tant mieux. Et ben, ça sera une occasion supplémentaire de le voir et de le revoir. Harold, merci beaucoup. Merci à vous deux. Le 12-12 Game Changer.